Salutations Tedana, je suis le chef et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais revenir, une fois n'est pas coutume j'ai envie de vous dire, sur la vie et la carrière d'un mangaka illustre. Et aujourd'hui on parle pas de Joel Clodo, on va parler d'un de mes mangaka préférés que je préfère, je parle bien sûr de Yoshihiro Togashi. Alors Yoshihiro Togashi est né au Japon dans la ville de Shinjo dans la préfecture de Yamagata en 1966. Dans la préfecture de Yamagata, c'est connu pour sa recette de bœuf et pour ses nouilles froides et ses temples. Tu t'en bats les couilles mais je te le dis quand même. Mais on avance de 20 ans en 1986 lorsqu'il fait publier son tout premier one-shot et sa toute première participation à un concours de mangaka. Avec Senseiha Toshishita, un one-shot de 15 pages qu'il a présenté au Hopstep Award. Alors le Hopstep Award, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un concours annuel organisé par la Shueisha, comme je viens de te le dire, il y a de très grands noms du manga qui y sont passés, notamment Akira Toriyama, Oda, Masashi Kishimoto. Je te sors direct du mainstream, comme ça tu vois de qui je parle. Oui. Cette première publication est assez particulière parce qu'il l'aurait signé sous un nom de plume, Tomitome Yomoa. Non, je me suis foiré, c'est Toritome Yomoa. Oui. Alors pourquoi il a pris un pseudo? Je sais pas, peut-être qu'il avait un peu honte, on saura jamais. Alors, l'histoire de base est assez simple, hein, donc c'est une classe de lycée dont le prof principal est parti en congé maternité. Du coup, elle est remplacée par un nouveau prof, et le prof c'est un enfant, un petit enfant de primaire. Voilà, c'est ça le truc de base. Alors, il s'agit d'une succession de gags débiles et absurdes sur le milieu scolaire où les élèves essayent de rejeter un prof qui ressemble à un gamin et le gamin essaye de s'imposer par des méthodes un petit peu cheloues. Alors, c'est un registre dans lequel on n'attendrait pas de voir le Togashi d'aujourd'hui, mais il a commencé par ça. Le dessin est quand même assez amateur, faut le reconnaître, et il héritera seulement d'une petite mention honorable pour sa participation au Hopstep de cette année-là. Donc mention honorable, ça veut dire Upsartek garde la pêche, quoi. Voilà, c'est que on s'en bat les couilles de ce que t'as fait en fait. C'est clairement pas un début qui laisse présager de son avenir au Yoshihiro Togashi. En revanche, ce qu'il sortira après, ce sera beaucoup plus intéressant. En 1997, il nous sort Jura no Mizuki, qui est publié dans le Hopstep Show Sélection volume 1. Qu'est-ce que c'est le Hopstep Show Sélection volume 1? Bah en gros, c'est un genre de spatule jump japonais, ils prennent tous les sélectionnés pour le Hopstep et ils font un volume avec, voilà. Oui. D'ailleurs, le spatule jump numéro 1 est toujours en précommande, lien en description. Oui. Bon, cette année-là, il repartira simplement encore une fois avec une simple mention honorable. Pourtant, le one-shot qu'il a produit là rompt totalement à la fois dans le ton et le style graphique avec ce qu'il a produit l'année d'avant. Ça nous raconte l'histoire de Mizuki, héritière d'un clan ancestral qui utilise le pouvoir des plantes pour mettre des branlées aux démons, et elle débarque dans un lycée parce que dans le lycée, il y a un démon qui rôde et qui aspire l'énergie vitale des ados en rut. Littéralement, c'est-à-dire la Seigensen, il y a des ados qui s'apprêtent à baiser, le monstre il arrive, il les suce. Mais pas comme tu crois. Avec ce one-shot, Togashi espérait réellement tenir le concept d'une future série à succès. Il disait lui-même « Je voulais dessiner des filles, des monstres, de l'horreur et des choses lubriques ». Voilà, je le cite dans le texte, c'est ça qu'il voulait. Il était convaincu d'avoir trouvé là la formule du succès. Bon, en vrai, dans l'absolu, il avait pas totalement tort, c'est juste que c'était pas la formule qui le ferait marcher lui. Mais ça, il le savait pas encore, oui. On y découvre pour la première fois l'attrait de Togashi pour tout ce qui touche à l'occulte, à l'horreur, et on découvre aussi son sens de la mise en scène pour les scènes d'action shonéniques. Alors il est encore loin d'être à son prime, mais on sent le potentiel. De plus, les gens qui connaissent bien le travail de Togashi verront certainement dans le personnage de Mizuki ce qui a servi à Togashi comme inspiration pour créer plus tard le personnage de Kurama dans Yu Yu Hakusho. Mais ça on en reparlera. Mais l'année 1987 se termine par un début de consécration pour ce bon vieux Togashi qui remporte son premier concours avec son one-shot Butobi Straits, et pas n'importe quel concours. Il remporte pas moins que le 34e Grand Prix Tezuka. Attention. Le prix Tezuka, c'est un peu le prix ultime en matière de one-shot. Une fois que t'as gagné le Tezuka, c'est bon, c'est sûr, normalement t'as une carrière. Bon, pas forcément une carrière de fou, mais au moins t'es assuré de passer pro. C'est déjà bien. Butobi Strike nous raconte l'histoire de Todoroki, un joueur de baseball bagarreur et fougueux qui voit le baseball comme un combat et qui doit convaincre son rival et son coach, qui pense que le baseball est avant tout une affaire de stratégie et de technique, de le laisser rentrer dans l'équipe. Ouais, j'aurais jamais imaginé Togashi, je veux dire le Togashi, me pondre un manga de sport. Et pourtant, il l'a fait. Alors, l'histoire en soi est pas ouf malade, mais on ressent un héros animé par l'esprit shonen neketsuesque, un héros déterminé, animé par la passion, qui doit
doit affronter des personnages cyniques, froids, calculateurs. Le style graphique est par ailleurs beaucoup plus affirmé que lors de ces deux travaux précédents. Là, on n'a plus un amateur en face de nous. Là, on a un mangaka professionnel. Et ça se voit, oui. D'ailleurs, lors de l'annonce de son prix, il répondra à une petite interview que je trouve particulièrement intéressante. Extrait choisi. Mais quel genre de manga souhaitez-vous dessiner? Un manga qui plaît au lecteur, même si je dois en crever. Et qu'est-ce qui vous motive à dessiner un manga? Si j'arrête de dessiner, c'est que je suis mort. Bon, la phrase, je l'ai un peu tournée à ma sauce parce que c'est plus stylé comme ça, mais il ajoutera aussi. J'ai créé cette œuvre pour participer au prix Tezuka pour me tester. Je pense que je ne suis pas encore au point niveau dessin cependant. Pendant la réalisation, je pouvais rester éveillé et travailler sans relâche 3 jours de suite. Et c'était ça mon arme secrète. Tout le monde devrait utiliser cette énergie, cette puissance dans ce qu'il souhaite dessiner. Bon là, le gars te vend l'esprit shonen, hein. Le gars t'explique en gros qu'il s'est mis dans le même état d'esprit que son personnage pour mieux retranscrire les émotions dans ses planches. Mais rétrospectivement, avec notre point de vue d'aujourd'hui, on comprend juste que c'était un gars qui était ultra déter, quasiment matrixé, complètement obnubilé par son art, le gars. Et c'est peut-être ça qui a fini par lui jouer des tours par la suite. Foreshadowing ou pas? En décembre 1997, il publie son premier one-shot professionnel dans les pages du Weekly Shonen Jump intitulé Tonda Birthday Présente, le cadeau d'anniversaire volant, en français. Alors en ce qui concerne ce one-shot, je n'ai trouvé que très peu d'infos, impossible de le lire quelque part, je n'ai même pas ne serait-ce que trouvé un synopsis. En revanche, ce qu'on peut remarquer sur les quelques rares images qui circulent sur la toile sur ce one-shot, c'est que le héros nous rappelle un certain Yusuke Urameshi, héros de Yu Yu Hakusho, mais on y reviendra sur Yu Yu Hakusho, oui. Il enchaîne ensuite avec un autre one-shot, Occulte Tanteidan, détective occulte, tiens donc. Il s'agit d'un one-shot en 2 parties, dont la première partie est sortie dans le Weekly Shonen Jump Automne Spécial 1988 et la partie 2 dans le Weekly Shonen Jump Winter Spécial de 1989. Et entre les deux, il a sorti un autre one-shot qui s'appelait Aurore Angel. Sauf que pour le coup, à part les titres et quelques visuels, j'ai absolument rien à me mettre sous la dent sur ces one-shots là. Que dalle, pot de zob. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'avec ce one-shot, Togashi semble confirmer son attrait pour l'occulte et l'horreur. Toutes ces histoires et toutes celles qu'il a publiées depuis 1986 sont recueillies dans un volume unique qui s'appelle Okami Nante Kawakunai, ce qui veut dire « Je n'ai pas peur du loup » en français, qui n'est jamais sorti en dehors du Japon et qui est absolument introuvable nulle part, mais je te donne l'info quand même, voilà. Hop, mais l'année 89 n'est pas terminée parce que c'est l'année où voit apparaître sa toute première série continue, le bon vieux Yoshihiro Togashi, hein, une série dont j'ignorais jusqu'à même l'existence avant de travailler sur cette vidéo. Ah, j'ai fait des découvertes, ça c'est pas mal, oui. Tende Showaru Cupid, publié dans le Weekly Shonen Jump de juillet 89 à mars 1990. Petit synopsis. Tende Showaru Cupido, autrement traduit en français par Cupidon pas tout à fait mauvais, raconte l'histoire de Ryoji Konobori, un adolescent de 15 ans, fils d'un important chef yakuza, Tatsuzo Koinobori. Son père est connu dans sa région pour être un véritable obsédé, accumulant les enfants avec différentes femmes. On découvre alors dans le manga que ce trait de caractère pour le moins discutable est en réalité héréditaire. Le grand-père paternel de Ryoji avait le même comportement dégueulasse, tout comme son arrière-grand-père avant lui, et ainsi de suite. Ryoji, lui, est à l'opposé de cette lignée. Il rêve d'anges et de fées et ne s'intéresse absolument pas aux femmes. Son père le considère alors comme un échec. Dégoûté par sa famille qu'il juge dépravée, Ryoji fugue régulièrement mais finit toujours par revenir. Lors d'une de ses dernières tentatives d'évasion, il assiste à l'apparition d'un démon sous la forme d'une jeune fille à queue fourchue et à poil. Bien sûr, personne ne le croit lorsqu'il raconte cette histoire, mais le lendemain, il se retrouve de nouveau face à cette mystérieuse créature. Elle se présente sous le nom de Maria et lui révèle qu'elle a été engagée par son propre père, qui ignore cependant sa véritable nature, dans le but de corriger son fils et de le transformer en obsédé, digne de la lignée des Konobori. Oui, tu as bien entendu, le premier manga de Yoshihiro Togashi était une comédie romantique ecchi. C'est tellement absurde quand on connaît le Togashi d'aujourd'hui que c'est comme si je te disais que les premiers travaux de Toriyama, c'était du drame social. Et pas des trucs avec des cacas. C'est n'importe quoi. C'est vraiment pas un registre dans lequel je l'aurais imaginé. Yoshihiro Togashi, le maître qu'on connaît aujourd'hui, qui a essayé de percer à une époque en dessinant des culs, des nibards et en faisant des blagues graveleuses.
J'adore cette anecdote. En fait, on se rend compte en étudiant les œuvres de Togashi de manière chronologique que Togashi, c'est pas un mangaka à la Toriyama. C'est-à-dire que Toriyama, il avait un domaine de prédilection, un domaine de génie, et il s'agissait pour lui juste de trouver un moyen de bien l'exploiter. Togashi, c'est pas ça. Togashi, on sent que c'était un artiste qui est en train de chercher un petit peu sa patte, qui est en train de chercher son univers, de chercher son domaine de prédilection, justement. Il a fini par le trouver, mais à cette époque-là, il n'avait pas directement la patte Togashi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, hélas, la série ne sera pas franchement un succès et s'arrêtera au bout de 4 tomes, dont le 4e tome, c'est la moitié de ses one-shots qu'il a publié avant. Donc, escroquerie totale, mais voilà. Dommage. Dans les petits mots d'auteur de l'époque, Togashi évoque assez souvent à quel point il n'imaginait pas que tenir le rythme d'une série hebdomadaire pouvait être aussi éprouvant physiquement et aussi difficile à tenir. Il ironisera d'ailleurs pas mal, assez souvent, sur son rythme de vie et son hygiène de vie dégueulasse à l'époque, en disant que c'est pas grave, de toute façon, il a de la ressource et qu'il va tout donner pour satisfaire ses lecteurs. Foreshadowing ou pas, là? Tendeshu Warukupid ne sortira jamais en dehors du Japon et tombera donc assez facilement dans l'oubli. Bon, j'ai réussi à lire quelques chapitres et en vrai on est sur une petite rom-com ecchi un peu classique qui rappelle par certains aspects un petit peu le manga To Love Ru, mais en un peu moins bien. Et surtout dans To Love Ru, les culs sont beaucoup mieux dessinés, hein, oui. Et c'est en mars 1990, mois béni, que sortira la publication du manga Yu Yu Hakusho, qui sera la première série phare, le premier banger de Yoshihiro Togashi. Ouais. Alors Yu Yu Hakusho, on en a déjà pas mal parlé en détail dans un menu manga que je vous invite à aller voir. Il date un peu, mais voilà, et peut-être qu'on en reparlera un jour plus en détail. Vous me le dites en commentaire si ça vous intéresse. Pour moi, Yu Yu Hakusho est le manga qui a vraiment donné naissance au style Togashi. Je parle pas seulement en termes de patte graphique, je parle surtout en termes de ton. Alors certes, le cas Yu Yu Hakusho est assez particulier parce que pour ce qui est des 2 premiers tomes, on n'était pas du tout parti dans un délire de shonen neketsuesque avec baston, power-up, transformation et tout le tout-team. C'était pas du tout le délire à la base. Au départ, on était plutôt sur un récit un peu tranche de vie surnaturelle. Yusuke était un fantôme qui aidait les autres âmes et parfois les vivants à améliorer leur vie pour gagner des points de bonté pour pouvoir à la fin ressusciter et reprendre sa vie. Voilà, c'était ça l'histoire au début, c'était mignon, c'était sympa, c'était touchant, mais rien à voir avec ce que c'est devenu par la suite. Après, tome 3, revirement total, Yusuke est finalement ressuscité même s'il n'a pas fini sa quête, et à la place il devient détective des ténèbres, et après il va se faire la bagarre avec des démons. Et à partir de là, le manga devient un banger intergalactique, oui. En fait, j'ai l'impression qu'avec Yu Yu Hakusho, au vu de ses œuvres précédentes, avec Yu Yu Hakusho, on assiste un peu à la métamorphose de Togashi. C'est-à-dire qu'on passe de l'ancien Togashi, le jeune Togashi, qui aimait les histoires un peu plus légères, gentillettes, avec un petit peu d'occulte, mais en restant un petit peu dans les clous sans être trop violent, à un Togashi beaucoup plus mature, qui s'éclate à dessiner des bastons dantesques, qui s'éclate à créer des univers, à faire de l'occultisme, de l'horreur et des personnages ambigus. Voilà, un truc qui ressemble beaucoup plus au Togashi qu'on connaît aujourd'hui en fait. Ouais. D'ailleurs, dans Yu Yu Hakusho, on voit le remix de pas mal d'idées qu'il avait déjà eu dans ses one-shots précédents. Hein. Tous les one-shots qu'on a vus plus tôt, eh ben, y a plein de trucs qui étaient dedans qui sont dans Yu Yu Hakusho. Hein. Alors, je n'ai jamais eu vraiment de confirmation sur ce qui a causé ce changement de direction assez brutal. Est-ce que c'était simplement un changement d'ambition, d'envie, d'attente de l'auteur, ou bien c'est un changement qui a été opéré parce que ce qui cartonnait à l'époque de Yu Yu Hakusho, c'était le shonen neketsu bastonesque. Et oui, parce qu'il faut pas oublier un détail, Yu Yu Hakusho était contemporain de Dragon Ball, La Quête de Dai, Stardust Crusader, et j'en passe et des meilleurs. Te contenter d'un petit tranche de vie surnaturel rigolo à cette époque-là pour survivre dans le Jump, c'est chaud, hein. Et on l'a vu, une des obsessions de Togashi, c'est de faire avant tout des mangas qui plaisent aux lecteurs. Bon, tu vas me dire qu'au final, c'est un peu le but de tous les artistes, mais en ce qui concerne Togashi, ça a l'air de particulièrement le perturber, de l'omnubiler cette question-là. Hein. C'est un mec qui regarde énormément tout ce qui est sondage d'opinion, commentaires, autour des œuvres qui sortent. Hein. Il le dit lui-même dans plein de petits passages que j'ai chopés ça et là. Oui. Donc en vrai, c'est sûrement un mélange des deux, hein, ce que je dis, hein, qui a provoqué ce changement drastique. Mais après, j'oublie aussi une composante très importante, hein, il y a les éditeurs. C'est pas non plus impossible que ce soit ces éditeurs de l'époque qui aient poussé au cul pour ce changement de direction. Hein. On le saura jamais de toute façon.
Mais peu importe la raison, ce changement de direction drastique a été une bénédiction parce que depuis, Yu Yu Hakusho, encore aujourd'hui, est considéré par les connaisseurs comme un des meilleurs shonen neketsu de tous les temps. Voilà, rien que ça. Oui. Alors, malheureusement, Yu Yu Hakusho s'est jamais aussi bien exporté que Dragon Ball ou Saint Seiya par exemple. Une des raisons, je pense, que c'est que la licence de l'animé, ça a été tout un bordel pas possible que je vais pas détailler ici parce que c'est pas vraiment le sujet. Mais en tout cas, au Japon et globalement quand même, Yu Yu Hakusho c'est un succès commercial et d'estime incroyable. Surtout avec l'arc le plus cultissimement culte du manga, l'arc du tournoi des ténèbres, qui est, selon moi, le meilleur arc tournoi ever. Oui, c'est meilleur que tous les tournois de Dragon Ball, c'est meilleur que l'examen Chunin dans Naruto. Oui, tu peux rager, mais j'ai raison, et tu vas le voir, tu vas aller lire cet arc, et tu vas revenir, ça va faire « Excuse-moi grand chef, tu avais raison depuis le début, c'est un banger. » Parce que j'ai raison tout le temps en fait, c'est comme ça, c'est la vie. Oui, lis ce truc. Yoshihiro Togashi devient donc avec Yu Yu Hakusho un mangaka de tout premier plan. Tout lui sourit, il est amené à durer dans le jump, sa série cartonne, c'est incroyable, et pourtant ça s'arrête de façon abrupte en 94. Alors j'ai déjà parlé assez en détail de la fin dans cette vidéo, donc là je vais rester assez évasif, mais on va en parler quand même. Oui. Alors, quand je dis abrupte, qu'est-ce que je veux dire? Je dis pas qu'il n'y a pas de fin, je dis juste que la fin arrive alors qu'on s'y attendait pas. C'est-à-dire que quand on arrive dans ce dernier arc, l'arc des 3 royaumes des ténèbres, tu sens, en termes de lore, de mythologie de personnage, qu'il y a pour 20 tomes sous le coude. Voilà, tu sens que là, tu vas bien manger. Et ben pourtant non, ça s'arrête au bout de quelques chapitres avec une fin assez étrange. Alors personnellement, comme je l'ai déjà dit, j'aime bien cette fin, parce que même si elle est un peu étrange, elle prend le contre-pied de ce qu'on pourrait attendre comme genre de fin dans ce type de manga. Mais quand tu prends en compte le contexte, que le manga était à son pic de popularité, qu'il avait le vent en poupe et tout ce que tu veux, et que l'arc à venir semblait être fou et méga riche et méga long, tu te demandes bien, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors je n'ai jamais pu mettre la main sur une explication officielle, il n'y a que des bruits de couloir, des rumeurs qui circulent ça et là sur internet. Alors je vais vous dire la version que j'ai vue. Il semblerait que potentiellement Togashi se soit embrouillé avec ses éditeurs de l'époque qui voulaient l'emmener dans une direction dans laquelle il ne voulait pas aller et que du coup ça l'a dégoûté et donc il a décidé de mettre fin à son manga de lui-même avec une fin où il y a une impossibilité de faire de suite. Voilà, le gars il est quand même déter, il a dit ok je fais une fin, impossible de faire de suite, niquez-vous. Je respecte un peu quand même. Là, ce que je vais dire, c'est une spéculation personnelle. Il y a de bonnes chances, selon moi, que Togashi voulait emmener son manga dans une direction plus noire, plus sombre. Il voulait vraiment explorer l'univers qu'il allait créer avec les royaumes des ténèbres, explorer la mythologie à fond, partir dans des thématiques beaucoup plus dures, beaucoup plus philosophiques, et tout ça. On l'avait déjà vu un peu avec l'arc Sensui, qui partait un petit peu en couille en mode « Ouah, toi, il y avait des trucs ». Et il est fort possible que ces éditeurs en face, ils voulaient faire de Yu Yu Hakusho un Dragon Ball bis en fait. Ils voulaient faire quelque chose de plus marketable, de plus ad-friendly comme on dirait aujourd'hui, et donc ils lui ont dit bah vas-y tu vas nous refaire un autre tournoi. Sauf que Togashi c'est pas ça qu'il voulait. Et donc il leur a dit bah allez chier. Voilà. En fait ce qu'il voulait faire, je pense, Togashi à l'époque, il voulait faire ce qu'il a fait plus tard avec Hunter x Hunter. Mais ça on va y revenir. Et du coup on peut dire que si c'est un truc comme ça qui s'est passé, Togashi c'est pas un artiste qui se laisse marcher sur les couilles. Et ça c'est plutôt respectable. Oui. C'est très probablement cette fin de Yu Yu Hakusho qui l'a un peu dégoûté du système de prépublication du Jump de l'époque. Et on peut le comprendre, imagine tu te ruines ta santé, ta vie à faire des horaires pas possibles pour rendre tes chapitres dans les temps et on te laisse même pas faire ce que tu veux. Ah c'est normal qu'à un moment il leur dit fuck, c'est sûr. D'ailleurs, avec Yu Yu Hakusho, Togashi remporte le 39e Grand Prix Shogakukan, un prix très prestigieux pour te dire à quel point ça pèse dans le game. Eiichiro Oda et Masashi Kishimoto, ils l'ont jamais remporté, malgré le succès de One Piece et de Naruto. C'est pour montrer à quel point Togashi, il est respecté dans le game. C'est pas rien. Ouais, et avec ça on le laisse pas faire ce qu'il veut. Bon, évidemment que c'est pas la même époque que One Piece et Naruto, c'est une autre époque, c'est sûr, mais ça prouve que le gars est respecté de fou quand même. Pour info, les lauréats du Shogakukan, ils gagnent une statuette en bronze et un prix de 1 million de yens. Bon, t'excites pas, 1 million de yens, c'est 6200 €. Ah, c'est pas si fou, en vrai. Ouais, ça fait plaisir, mais... En 1995, il sort déjà sa prochaine série, Level I, Level E, une série assez méconnue chez nous et connue seulement des gros fans de Togashi en réalité, mais il y a quand même eu droit à une adaptation animée en 2011.
Ouais, des années plus tard, mais c'est pas grave. La série ne fait que 16 petits chapitres, mais contient quand même 2 particularités. La première, Togashi a insisté pour produire cette série absolument tout seul et sans l'aide d'assistants. Et la deuxième particularité, c'était que c'était une publication mensuelle dans le Weekly Shonen Jump. Ouais, le Weekly dans Shonen Jump, il s'en bat les couilles, lui. Il a dit non, ça sera par mois. Et on a dit ok, d'accord. Une excentricité dont il a pu bénéficier grâce à l'aura et le prestige qu'il a gagné grâce à Yu Yu Hakusho. Bon, je pense personnellement, et je suppose que c'est aussi parce qu'en fait ils se sont rendus compte qu'ils avaient un peu merdé avec lui pour Yu Yu Hakusho et qu'ils risquaient de se barrer ailleurs. Donc ils ont dit bon ok, tu veux faire ton petit délire, et ben on te laisse faire ton petit délire, mais reste chez nous quand même. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Oui. J'aime bien parce que Togashi, t'as l'impression qu'il a un petit côté foufou, un petit côté rebelle, genre vas-y maintenant je pète sa mère, je fais ce que je veux. Tu vas faire quoi en fait? Il a posé ses couilles sur la table, ça a fonctionné. C'est assez stylé de sa part, je trouve. Voilà. Bon, ceci dit, ils ont accédé à sa requête, mais bon, maintenant, il faut l'assumer, la série à dessiner tout seul mensuellement. Attention, hein. Parce que Tabo est un mangaka premium, faire un chapitre mensuellement absolument tout seul, c'est pas une sinécure, hein. Il a dû encore se ruiner la santé, se ruiner la vie pour tenir les délais. D'ailleurs, il en parle lui-même régulièrement dans ses petits mots d'auteur, hein, que c'est une galère, que sa vie c'est de la merde en fait. Alors je cite ce qu'il a dit dans le Weekly Shonen Jump numéro 46 de 1995. Je voulais le faire tout seul, donc j'ai commencé. Puis après il a fallu faire les aplats de noir et les trames, et c'est vachement compliqué quand même. Je sais pas qu'est-ce que je vais devenir. Voilà, c'est ça qu'il dit. Il poursuit dans le numéro 50 de la même année. J'ai des douleurs au coude. Quelque chose qui ne m'était jamais arrivé du temps de ma publication hebdomadaire. Je me demande bien pourquoi. Oh, c'est sûrement à cause de cette double page. La double page en question. Oui, on est sur une double page avec que du texte. Bon, déjà, est-ce qu'il n'y a pas un petit foreshadowing déjà quand même pour les connaisseurs? Et surtout, même s'il troll, je pense que la partie sur sa souffrance est réelle. Et donc, de quoi ça parle Level I en fait? D'ailleurs, avant, une petite anecdote. Ça s'appelle Level I parce qu'en fait, il voulait appeler ça Level Alien. Et il était persuadé que Alien, ça a commencé par un E, en fait. Sauf qu'on lui a dit après, bah non, ça commence par un A. Il a fait, ah, bah d'accord, du coup, c'est le E de E.T. Extraterrestre. Voilà, tu t'en bats les couilles, mais je te raconte l'anecdote, voilà. À l'insu des terriens, de nombreux extraterrestres vivent sur Terre. Généralement belliqueux, ils font tout, pour diverses raisons selon leur planète d'origine, pour ne pas impliquer les terriens dans leurs histoires. Le prince Baka, idiot en japonais, le prince Baka Kieru Dogula, de la planète Dogula, est l'un de ces extraterrestres. De caractère très égoïste, il n'aime rien de plus que de voir le visage d'une personne en difficulté ou la souffrance morale des gens, y compris des terriens. Véritable génie, il s'ennuie profondément et cherche toujours des moyens de se distraire, quitte à impliquer des innocents dans des plans selon lui géniaux. Ouais, c'est un résumé Wikipédia parce qu'on n'a pas le temps. Ouais, allez. Alors, Level I, c'est un manga un peu expérimental dans lequel on suit un prince un petit peu taré, un petit peu connard sur les bords, qui fait subir des expériences un peu cheloues aux gens qui l'entourent juste pour se distraire. Le ton est principalement humoristique, parfois totalement absurde, et de temps en temps, il y a quand même des passages un peu tragiques ou un peu d'horreur dedans qui sont plutôt bien foutus. C'est vraiment un délire assez particulier, hein. On sent que Togashi, il est en train d'un peu de se réinventer après Yu Yu Hakusho, hein, que ce soit en matière de dessin ou de découpage, on commence vraiment à se rapprocher de ce qui donnera plus tard Hunter x Hunter, hein, en termes de dessin, et même en termes de concept d'ailleurs. Graphiquement, on est clairement dans le style Togashi d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce mélange avec le côté semi-réaliste et le côté un peu plus manga, façon stylisée, manga. Je trouve pas comment expliquer son style à Togashi, mais en tout cas c'est stylé sa mère, voilà. Le côté beauté horrifique de certains designs et surtout les giga pavés de texte interminables. On est vraiment sur du Togashi pur là, ouais. Niveau concept, on découvrira des idées qui serviront très certainement d'inspiration à l'arc Grid Island de Hunter x Hunter et même un petit peu à certains degrés à celui de l'arc Chimera Ants. Le tout avec des réflexions sur l'humanité, notre condition de mortel, nos désirs, nos peurs, nos aspirations, etc. etc. Évidemment tout ça abordé de manière un peu philosophique et abstraite. À la Togashi quoi. C'est une lecture assez particulière qui ne parlera sans doute pas à tout le monde, hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle a un statut assez confidentiel, mais qui je pense est un incontournable lorsqu'on est fan de Togashi. Parce que selon moi, ça aide à comprendre le cheminement, le parcours de l'artiste avant qu'il parvienne à accoucher de son œuvre majeure, Hunter x Hunter. Parce que Hunter x Hunter, ah ben regardez, c'est le mélange entre le côté shonénique occulte de Yu Yu Hakusho et le côté
abstraction conceptuelle poétique de level I. Oui, je viens de te sortir le mot abstraction conceptuelle, dans le plus grand des calmes. Ouais. Et c'est donc le 3 mars 1998, divine année, que commence la prépublication de Hunter Hunter. Ou Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux. Oui. Shonen majeur, shonen culte des années 2000, un petit peu le roi sans couronne de l'ère des fameux Big Three avec One Piece, Naruto et Bleach. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, oui. Alors, j'ai déjà parlé en détail du manga Hunter x Hunter dans ce menu manga qui date un peu mais qui est toujours qualitatif, hein, voilà, donc je vais pas m'étaler plus que ça sur le contenu d'Hunter x Hunter, surtout que c'est un manga très connu, et il est évident que c'est inutile de préciser qu'on est sur du Togashi à son prime, oui. C'est la série sur laquelle il a eu une liberté créative totale, il a pu faire un shonen différent, un shonen occulte, pas manichéen, qui va dans des trucs profonds, des concepts métaphysiques de fou, avec des réflexions de fou, des réflexions tellement folles que des fois on comprend pas ce qu'il veut dire, mais on sait juste que c'est balèze ce qu'il est en train de nous proposer. Voilà, c'est ça Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, c'est des arcs et des personnages cultissimement cultes. Chimera Ant, mais quel arc arrive à la cheville de Chimera Ant? Meruem, est-ce qu'il faut qu'on parle de Meruem, en vrai? Évidemment, c'est un carton planétaire, tout va bien dans sa vie. En parallèle, il épouse Naoko Takeuchi, la créatrice de Sailor Moon. Ils se marient, ils ont un gosse, puis un deuxième gosse, tout va bien dans le meilleur des mondes, et puis boum, patatras, c'est le drame. À partir de 2006, juste après la fin de l'arc Yorshin City, les chapitres d'Hunter x Hunter commencent à apparaître de manière sporadique. Avant de reprendre à un rythme hebdomadaire normal à partir de 2017, puis après ça refait une grosse pause, et ça repart en mars 2008. Et ça continue comme ça pendant des années. À partir de 2014, il y a même un gros hiatus de 2 ans, puis ça reprend de manière un peu sporadique entre 2016 et 2018, et puis boum, entre 2018 et 2022, plus rien. 4 ans de hiatus. Ah oui. Alors pendant longtemps, il y a eu énormément de rumeurs concernant les raisons de ce hiatus. Un coup c'était oui, Togashi est devenu feignant, oui, Togashi est accro aux jeux vidéo, oui, Togashi est devenu beaucoup trop exigeant envers son travail, et patati patata. Le manga était même surnommé fut un temps Hiatus x Hiatus. Ah c'est bien vu. Ah oui. Et aujourd'hui, on le sait, les hiatus d'Hunter x Hunter sont principalement dus aux nombreux problèmes de santé de Togashi et notamment des problèmes de dos. Et oui, on l'a vu tout au long de cette vidéo, le gars se vantait d'avoir un rythme de vie exécrable, de taré, de se péter la santé pour finir ses planches. Bah au bout d'un moment, forcément, tu payes les pots cassés et bim, dos pété. Passer plus de 20 ans à te péter le dos sur tes planches, à faire des nuits blanches et à manger de la merde, hein, forcément à un moment donné, ça se passe pas bien. Bon, je sais, je suis mal placé pour donner des conseils nutritionnels, mais quand même. Il s'est d'ailleurs exprimé lui-même à ce sujet en 2022 à l'occasion d'une exposition autour de ses œuvres. Il raconte tout ça avec sa nonchalance habituelle, hein. Il dit que pendant 2 ans, il a juste pas pu s'asseoir, c'était impossible, dès qu'il se mettait assis, il hurlait de douleur, il pouvait même pas se torcher le cul tout seul, tellement il avait mal au dos. C'est lui qui le dit, il est obligé d'aller dans la douche pour se laver le cul, à chaque fois. Ah, compliqué. Il dit que depuis, le moindre mouvement lui prend 3 à 5 fois plus de temps que pour une personne normale. Il a même dû adapter sa façon de s'asseoir pour travailler. En fait, maintenant, il dessine dans une position semi-allongée. Sinon, il peut pas dessiner. Voilà, c'est la merde à ce point-là. Et du coup, à la fin de son laïus, il donne quelques conseils pour préserver son dos. Genre, faites gaffe à vos hanches, quand vous vous baissez pour ramasser un truc, pliez bien les genoux et tout ça, voilà. Voilà, donc là, il est vraiment dans la merde. D'ailleurs, tu te souviens de ce qu'il disait lorsqu'il a remporté le premier prix Tezuka? Un manga qui plaît au lecteur, même si je dois en crever. Si j'arrête de dessiner, c'est que je suis mort. Le gars, il disparaît pendant 4 années et il revient en légende en créant un compte Twitter et en postant juste ça. Ça a pété internet. On n'avait pas de news depuis des années, et puis le gars il te lâche un tweet pourri avec un vieux coin de page, et il dit juste « il reste encore 4 chapitres » et boum, la hype était relancée comme jamais. Il est fort. D'ailleurs, depuis, il publie régulièrement sur ce compte pour nous tenir au courant des avancées de ses chapitres et de ses actualités. Ça, c'est un bon moyen de rassurer tout le monde, ça c'est bien vu de sa part, oui.
À son retour, Hunter x Hunter a été annoncé comme devenant une série désormais mensuelle et qui serait publiée par salve de 10 chapitres. C'est-à-dire que dès que Togashi a fini 10 chapitres, il commence à les publier et pas avant. Donc il a donné son propre rythme au truc, et ben c'est pas plus mal. Le gars a réussi à imposer son rythme au Weekly Shonen Jump. Ça c'est quand même balèze, c'est quand même pas mal. Et ça montre aussi qu'on commence enfin à s'intéresser, à se préoccuper des conditions de travail et de santé des mangaka. Récemment, c'est Akira Toriyama et Kentaro Miura qui nous ont quittés subitement suite à des problèmes de santé sans doute causés par leur rythme de vie de leur prime jeunesse lorsqu'ils étaient mangaka. Voilà, bon, Kentaro Miura était toujours dans le truc, mais bon, voilà, t'as compris ce que je voulais dire. D'ailleurs, il y a même des mangaka plus jeunes qui commencent à avoir des problèmes de santé à cause du rythme de travail. Gege Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen, a pris pas mal de hiatus avant la fin de sa série, quand même. Hein. Et même, pour inciter un autre exemple, Eiichiro Oda prend des pauses aussi régulièrement. Bon, après, le Boog, il a 50 ans, c'est un autre délire, mais quand même, on commence à s'inquiéter un petit peu plus des conditions de travail et du rythme de vie et de la santé des mangaka, et ça, c'est bien. C'est con que Togashi n'en ait pas profité avant de ces conditions. Et ça fait vraiment plaisir de voir à quel point la communauté de lecteurs de Hunter x Hunter est bienveillante vis-à-vis du rythme de parution de la série. Hein. Togashi est vraiment attendu, encouragé à prendre soin de sa santé pour nous produire les meilleurs chapitres possibles. Parce qu'en plus, le gars se fout pas de notre gueule, hein. Il se donne vraiment à fond pour ses chapitres. Les chapitres qui sont sortis depuis sa reprise sont exceptionnels en termes de qualité de dessin et évidemment en termes de scénario. Bon, on se tape encore des gigapavax de texte, mais quand même, le gars se fout pas de notre gueule. On sent que l'arc du continent caché ou la guerre de succession, c'est typiquement le genre de délire vers lequel il souhaitait aller à l'époque avec Yu Yu Hakusho et l'arc des trois royaumes des ténèbres. On sent que c'est vraiment vers là qu'il veut aller, avec une grosse mythologie, plein de sous-intrigues, un univers vraiment super riche. Voilà, donc en plus de vouloir accomplir son devoir de mangaka en proposant au lecteur la meilleure histoire possible, on peut sentir aussi dans Togashi une volonté d'accomplir une vision, de prendre sa revanche sur ce qu'il n'a pas pu faire avant. Et ça, je trouve ça beau. Une vision qui leur a coûté quand même assez cher au passage, hein, donc j'espère qu'il pourra la mener à bien. Ce serait beau. Et on lui souhaite de tout cœur de parvenir en forme à finir son magnum opus, comme on dit. Oui. Yoshiro Togashi est un mangaka de légende qui n'aura eu cesse de chercher à se réinventer tout au long de sa carrière, et je suis intimement persuadé qu'il n'a pas encore atteint sa forme finale. Et j'ai franchement hâte de voir ça. Voilà, j'espère que cette petite rétrospective des œuvres de Yoshiro Togashi vous aura plu, vous aura intéressé, vous avez découvert des petites pépites, découvert des choses, avoir un autre regard sur cet artiste, ça fait plaisir. Je remercie Darko qui m'a filé un coup de main à l'écriture, je remercie le stagiaire qui est à la caméra, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, un abonnement, follow sur Instagram et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.